Donc voilà un billet de 10 €. Évidemment, ce n'est pas grand-chose. Et si je pouvais le multiplier? J'ai maintenant 50 €. Mais est-ce que vous accorderiez vraiment de la valeur à cet argent? Probablement pas. Et pourtant, c'est le système de fonctionnement des banques. Depuis que les banques ont été autorisées à prêter plus d'argent qu'elles n'en ont, elles ont désormais la possibilité de créer de la monnaie, même si de façon théoriquement temporaire, en offrant des crédits à découvert. Aujourd'hui, plus de 97% de tout l'argent en circulation dans le monde est fondé sur la dette. Et c'est là une des raisons principales qui ont porté à la crise financière de 2008, qui nous a fait perdre pas mal de confiance dans les institutions financières. Et pourtant, ces institutions ont quand même un rôle important à jouer. Et surtout avec Internet. Internet nous a permis de communiquer, d'échanger des informations entre pairs, sans passer par des intermédiaires tels que les chaînes de télé ou la radio. Il a aussi mené à l'émergence des réseaux pair à pair pour le partage de fichiers. Puisque si j'ai un document en format numérique, je peux en faire plusieurs copies et les envoyer à mes pairs sans pour autant perdre accès à ma propre copie. Évidemment, cela pose un problème lorsqu'il s'agit d'échanger de l'argent ou toute autre ressource dont la valeur dépend de sa rareté. C'est pour ça que lorsqu'on veut transférer de l'argent sur Internet, on doit passer par des intermédiaires financiers, tels que les banques ou PayPal. Ces opérateurs sont responsables de vérifier les transactions afin de s'assurer que personne ne peut dépenser plus d'argent de ce qu'il ne possède réellement. Le problème, c'est que ces intermédiaires introduisent une nouvelle couche de centralisation au sein de ce réseau. Et le système ne fonctionne alors que si on fait confiance à ces opérateurs. Et si, au lieu de se confier à ces intermédiaires, on crée un système de paiement décentralisé? Eh bien, ce système, il existe déjà. C'est Bitcoin, une monnaie virtuelle qui peut être échangée entre pairs sans besoin d'aucune banque ni d'autres intermédiaires financiers. Bitcoin a été créé en 2008, en pleine crise financière, par un individu qui se cache sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Et à différence des monnaies traditionnelles, telles que les euros ou les dollars, qui sont émis par des banques centrales sous le contrôle des États, l'émission des bitcoins est déterminée par un protocole informatique qui va préciser exactement la quantité totale de bitcoins qui seront créés, 21 millions, et la vitesse à laquelle ils seront générés. Aujourd'hui, c'est 25 bitcoins toutes les 10 minutes en moyenne. Alors, Bitcoin simule en quelque sorte les caractéristiques de l'or. L'or ne peut pas être créé à partir de rien. Il doit être extrait du sous-sol par des mineurs, et plus le temps passe, plus la quantité d'or stocké dans le sous-sol s'épuise, et plus il devient donc nécessaire, plus il devient plus difficile d'en trouver du nouveau. De la même façon, les bitcoins ne sont pas créés à partir de rien. Ils sont générés à chaque fois qu'un ordinateur identifie la solution à un problème informatique dont la difficulté augmente au fur et à mesure que le réseau grandit. C'est-à-dire que plus de personnes investissent de ressources dans le réseau, plus il va devenir difficile de générer des nouveaux bitcoins. Et pour résoudre ce problème informatique, c'est un peu comme si on essayait de trouver la solution à la combinaison d'un cadenas. Il faut essayer toutes les possibilités afin de trouver la bonne combinaison, mais une fois que la solution a été trouvée, il devient très facile pour les autres de vérifier que c'est la bonne solution. Alors, vous allez peut-être vous demander, puisqu'il s'agit d'une monnaie virtuelle, comment peut-on être sûr que les utilisateurs du réseau de Bitcoin ne vont pas multiplier leur argent, un peu comme je l'ai fait auparavant avec mes euros? Pourquoi fait-on confiance à cette technologie? Eh bien, il faut savoir que le réseau de Bitcoin fonctionne en partant du principe que tout le monde est un escroc. Peu importe qui on est, le réseau nous considère tous comme des malfaiteurs. Et Bitcoin s'appuie donc sur une technologie qui élimine complètement la notion de confiance et qui la remplace par un système fondé sur la preuve. Cette technologie,
c'est la blockchain, une architecture en réseau qui permet de transférer de la valeur de façon décentralisée et parfaitement sécurisée, sans passer par aucun intermédiaire de confiance. Alors, comment ça marche exactement? Eh bien, au lieu de confier à un opérateur centralisé la tâche d'autoriser et de valider les transactions, sur Bitcoin, l'historique de toutes les transactions est détenu en sa totalité par tous les membres du réseau, qui participent tous à la vérification et à la validation de ces transactions. Et c'est le fait qu'elles sont partagées en réseau qui les rend infalsifiables. Puisque si quelqu'un essaie de modifier même l'une seule de ces transactions, la fraude sera immédiatement détectée par les autres membres du réseau. Une fois qu'elles ont été validées, ces transactions sont enregistrées de façon chronologique au sein d'un bloc de transactions qui incorpore une référence au bloc précédent. Et cette référence, elle fait partie du même problème informatique dont je vous ai parlé auparavant. C'est-à-dire que la seule façon de valider des transactions, c'est de trouver la bonne combinaison qui va permettre d'attacher un nouveau bloc à la chaîne de blocs précédents. La blockchain, ce n'est donc en fin de compte qu'une longue chaîne de transactions qui se référencient les unes les autres. Et plus longue est cette chaîne, plus forte est la sécurité du réseau, puisque la modification d'une de ces transactions va invalider la référence au bloc de transactions précédent, ce qui va inévitablement briser la chaîne. Alors, Bitcoin, c'était la première application de cette nouvelle technologie, mais la blockchain a récemment connu une nouvelle vague de popularité depuis que les gens se sont rendus compte qu'il peut être utilisé dans de nombreuses applications qui s'étendent bien au-delà du monde de la finance. Car au fond, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Dans sa définition la plus brute, la blockchain peut être assimilée à un cadastre décentralisé, certifié et incorruptible. Une fois qu'une information a été ajoutée sur la blockchain, sa source en devient certifiée et l'information ne peut plus être modifiée ni effacée. La blockchain peut donc servir pour authentifier ou pour certifier des documents, ainsi que pour enregistrer des données dont l'intégrité doit absolument être préservée. Et la blockchain est notamment très utile pour tout ce qui est des actes notariés. Aujourd'hui, le transfert d'un titre foncier est enregistré sur un cadastre public administré par un opérateur de confiance, le gouvernement dans ce cas. Avec la blockchain, tout transfert d'un titre de propriété peut se faire de façon automatisée et décentralisée. Les notaires deviennent alors obsolètes puisque le transfert de propriété peut être enregistré directement sur la blockchain qui fait effet de preuve. Et cela permet notamment le passage d'un système fondé sur la confiance vers un système qui est fondé sur la preuve. Et l'une des caractéristiques peut-être les plus intéressantes de la blockchain, c'est la capacité qu'elle a à transférer des objets en format numérique d'un bout à l'autre de la planète, de façon sécurisée et décentralisée. Avant l'arrivée de la blockchain, on ne pouvait que reproduire des objets numériques. Puisque si je vous envoie un fichier sur Internet, je détiens toujours le contrôle sur ma propre copie du fichier. Avec la blockchain, on peut désormais transférer des objets numériques. Et cela nous permet, pour la première fois, d'appliquer la notion de propriété sur des ressources en format numérique. On ne parle donc plus seulement de propriété intellectuelle sur les œuvres de l'esprit, mais de véritables droits de la propriété sur des objets numériques. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de l'Internet des objets, avec l'apparition des dispositifs connectés qui peuvent communiquer les uns avec les autres et qui peuvent interagir avec les personnes qui les entourent afin de mieux s'adapter à leurs besoins. Ces dispositifs, soi-disant intelligents, s'approprient des caractéristiques des technologies numériques, telles que la connectivité et la programmabilité. La blockchain permet d'obtenir l'effet inverse. Les objets numériques peuvent désormais se réapproprier des caractéristiques des objets physiques, telles que leur rareté, leur unicité et leur transférabilité. Donc prenons l'exemple d'une œuvre d'art en format numérique. Il était pendant longtemps impossible de créer des éditions limitées, puisque n'importe qui en possession d'une de ces éditions pouvait les reproduire. Grâce à la blockchain, les artistes peuvent désormais
transférer des œuvres numériques sur Internet tout en préservant leur rareté et leur authenticité. Alors, tout ça c'est bien pour les artistes, mais qu'est-ce que la blockchain peut effectivement apporter aux entreprises? Eh bien, cette technologie permet aux organisations d'expérimenter avec des nouveaux systèmes de gouvernance qui sont fondés sur des modèles moins hiérarchiques et plus décentralisés. Grâce à la transparence et à la traçabilité de la blockchain, il est possible aujourd'hui pour des individus qui ne se font pas confiance ou pour des entreprises qui sont en compétition de coopérer à la création d'un bien en commun, tout en s'assurant que lorsque ce bien sera commercialisé, chacun sera récompensé de façon proportionnelle à sa contribution. On parle alors de coopétition, qui est un modèle hybride entre la coopération et la compétition. Donc, prenons l'exemple de la création d'une maquette numérique qui demande la contribution de plusieurs personnes avec des expertises différentes. Au lieu de recruter au sein d'une seule entreprise la totalité de cette expertise, la blockchain permet aux entreprises d'expérimenter avec des approches plus ouvertes, plus élastiques, inspirées du modèle open source. N'importe qui peut contribuer à l'élaboration de cette maquette numérique, qui sera donc réalisée de manière collaborative grâce à la contribution de centaines ou de milliers d'individus. Et chacune de ces contributions va être enregistrée sur la blockchain, ce qui va permettre de comptabiliser la valeur que chaque individu a effectivement apportée à l'entreprise afin de pouvoir les récompenser en conséquent. Donc, on parle beaucoup du cloud computing et de comment ce modèle a permis de révolutionner les systèmes informatiques de nombreuses entreprises qui ne sont plus obligées à investir autant de ressources informatiques en interne. Avec la blockchain, le modèle du cloud computing s'étend à la structure même des organisations qui peuvent donc devenir de plus en plus élastiques et dynamiques. Alors, il nous aura fallu du temps pour le réaliser, mais aujourd'hui, on peut dire que, malgré tout, la crise de 2008 nous a apporté des bénéfices, puisqu'elle a donné lieu à cette nouvelle technologie qui pourrait nous mener vers l'Internet que l'on attendait tous, l'Internet de la valeur et de la coopération.